Donc, bonjour et bienvenue au cas de gestion de crise. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre lettre d'équipe? Parfait. Donc, avez-vous les règlements en français ou en anglais? Français, c'est que. Donc, pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe vous se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de la période de questions. Si à la fin des 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous serez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai au juge de se présenter maintenant, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre présentation. C'est juste possible de tester les caméras. Oh oui, vas-y. Oui, bonjour, je m'appelle Émilie Félemur, je suis conseillère en ressources humaines pour Desjardins. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et de voir ce que vous nous avez préparé. Bonjour, Olivier Racine, partenaire d'affaires ressources humaines pour Groupe Solotechnique. Et Christophe Olufort, professeur à l'Université Laval, spécialisé en gestion de crise. Il y a quelques années, le Québec était touché par une crise terrible. Cette crise, la tragédie du lac Mégantic. Quelques années plus tard, les Québécois s'attendaient à des changements au niveau des réglementations. Et aujourd'hui, la ville de Saguenay est en feu. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes la firme HG et nous sommes prêts à affronter cette crise à vos côtés. Donc, nous allons commencer rapidement avec la mise en contexte de la situation. On sait que la situation est assez compliquée. On va mettre les différentes parties, on va mettre aussi la généalogie de celle-ci. Après ça, on va l'attaquer directement au niveau des différentes parties prenantes. Il y en a énormément dans cette situation. Et c'est pourquoi aussi, après ça, on va aller directement dans 4 scénarios. Il y en a un scénario, malheureusement, qui se passe présentement, mais il y en a 3 autres qui auraient pu arriver si on a eu une gestion différente. Ensuite de ça, on va aller directement dans le mandat que vous avez proposé et on va expliquer les différents plans d'action. Plan d'action court terme, bien sûr, c'est la gestion de la crise, la gestion du feu. Et nous, bien sûr, notre plan d'action long terme, c'est pour faire en sorte d'être capable que, dans le futur, on évite des choses comme ceci. Donc, tout d'abord, au niveau de la mise en contexte, c'est important de faire un petit topo sur la situation qui s'est passée. Donc, au niveau de la crise avec CAM. Donc, premièrement, il y a eu un incendie sur un navire de CAM à Halifax. Lui-même, c'était suite en fait au test d'équipement, puis il y a quand même eu un incendie. Ensuite, ils ont décidé d'aller plutôt à Saguenay pour aller réparer justement le navire. Ensuite, en route vers Saguenay, proche du port de Saguenay, il y a eu un court-circuit au niveau du système électrique, ce qui a fait qu'il y a eu des étincelles, puis il y a eu un deuxième incendie majeur qui est allé sur le navire. Puis vu que c'était proche du port de la ville de Saguenay, ça a vraiment anéanti en fait toute la ville jusqu'au centre-ville. Puis résultat, il y a eu plusieurs défunts et blessés dans la crise. En gestion de crise, par contre, c'est important de se rattacher à nos valeurs. Donc, vos valeurs, c'est le fait d'être au service des gens, c'est de protéger l'environnement et, très important, d'assurer la sécurité des gens. Ce qui m'amène donc à vous poser cette question. Préalablement à la crise, est-ce que les mesures étaient réellement mises en place pour assurer la sécurité de la population? Non. Ce qui m'amène maintenant au mandat, donc d'identifier les erreurs commises par les différentes parties prenantes, ensuite de gérer rapidement et efficacement la crise actuelle, puis finalement de prendre la crise comme une opportunité de tirer des apprentissages des parties prenantes. La première étape à faire dans toute situation de crise, c'est de savoir qui fait partie de la crise. Donc, qui est touché par la crise autant que qui a un impact sur la crise. Donc, ici, on peut voir que la compagnie CAME et la ville de Saguenay sont les deux parties prenantes les plus touchées par cette crise. Donc, CAME qui a, par son manque de rigueur,
face au danger créé, c'est la crise si on veut, et Saguenay, donc toute sa population qui a été touchée, son économie interne. Autour, on a aussi les polices, les pompiers, le Transport Canada, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique du Québec et l'armée qui vont avoir un impact sur la gestion de cette crise et sur les événements qui ont mené à cette crise. Et un peu plus loin dans cette sphère, on va avoir les médias et le Bureau de la Sécurité des Transports du Canada. Les médias, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? C'est eux autres qui vont transmettre toutes les informations mondialement, mais aussi à l'interne. Donc, c'est très important de considérer chacun de ces parties prenantes-là quand on va gérer cette crise. Donc, comme on peut voir ici, on établit 4 scénarios. Le scénario qui est présentement, c'est une dystopie. C'est malheureusement un scénario où les réglementations n'étaient pas présentes et aussi la rigueur de l'entreprise était absente. Ça a causé une crise qui est présentement horrible et des gens souffrent. Donc, je vais aller directement avec le premier scénario qui est en fait le scénario utopique. C'est un scénario ça serait vraiment bien d'avoir, cependant, ça serait d'avoir toutes les recommandations possibles, d'avoir toutes les réglementations, et aussi d'avoir toutes les règles, en plus d'avoir aucune crise à gérer. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, ça n'arrivera pas. Cependant, ce qu'on peut aller chercher, c'est un scénario qui est souhaité. Donc, ce scénario-là, c'est dans le futur d'avoir les réglementations en place, ainsi que les bonnes méthodes de gestion auprès de l'entreprise pour faire en sorte que quand les crises arrivent, on soit capable de la gérer. Comme on a vu, la crise a été repoussée. Voilà, on a eu un feu, on a eu un petit feu dans le bateau à Halifax. Cette crise-là, si elle avait été contrôlée à cet endroit-là, on aurait sauvé des vies humaines. C'est pourquoi, nous autres, notre rôle, c'est qu'à long terme, avec les recommandations qu'on va vous donner, ces choses-là, ça va être capable d'être contrôlées. Ils existent, on contrôle les crises. Un autre scénario, c'est un scénario qui est réaliste. C'est un scénario qui, c'est de la gestion de crise sur le moment. On est capable de sauver des vies humaines à Saguenay. On a transporté le bateau jusqu'à Saguenay. Il y a eu un feu, le bateau est en feu. Cependant, la ville de Saguenay n'est pas touchée, mais il y a quand même énormément de pertes humaines et de pertes matérielles. Ça, c'est une situation que, si on joue sur la chance et non sur des actions concrètes et sur une façon de contrôler ça. Et finalement, malheureusement, la dystopie, la situation qu'on a présentement, on n'a aucune procédure de gestion de la sécurité. On a des lois qui datent de 1992. On a aussi la gestion des centres de la sécurité de l'entreprise CAM. Et on sait très bien qu'ils ont eu sur l'ancien nom, il y a eu d'autres problèmes. Là, on a toute cette situation-là remis ensemble pour une situation qui est très désastreuse. Donc, c'est pourquoi, nous autres, aujourd'hui, on va vous présenter un plan d'action concret qui va être capable, que dans le futur, on soit capable d'aller vers des scénarios qui sont souhaités. Donc, notre plan d'action se divise en 2 parties. Donc, premièrement, au niveau du court terme, puis ensuite au niveau du moyen et long terme. Donc, brièvement, on va commencer avec une gouvernance, ensuite une conférence de presse. Ensuite, on va venir vraiment gérer la crise, donc le feu. Ensuite, il va y avoir une nouvelle conférence et des procédures, des étapes à long terme. Puis, finalement, cette crise-là va permettre, au bout du compte, de faire des apprentissages. Donc, tout d'abord, au niveau de la gouvernance, on va venir, en fait, toute bonne gestion de crise commence par une bonne gouvernance. Donc, on va venir établir une cellule de crise. Donc, les parties prenantes dans la cellule de crise, c'est vraiment des parties prenantes qui ont des pouvoirs d'action et une certaine légitimité. Donc, par exemple, on va avoir un représentant de CAM, un chef de police, chef de pompiers, ministre de la Sécurité du Québec, responsable interarmée, puis le maire de la ville de Saguenay. En fait, les 2 mandats ou les 2 principaux sujets qui vont être abordés dans cette cellule de crise-là, c'est premièrement le fait de réduire les dommages rapidement. Donc, on va discuter des différentes mesures qu'on peut prendre pour éteindre le feu. Puis ensuite, on va faire un retour sur les actions et sur la crise. Donc ça, c'est vraiment la partie plus apprentissage. Puis on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc, suite à l'établissement de cette cellule de crise-là, on est présentement, en fait, la conférence qu'on va vous présenter, c'est la conférence qui va expliquer l'entièreté du plan d'action à réaliser. C'est pourquoi on l'a inclus dans la même section. Donc, cette conférence-là va être tenue par le maire de la ville de Saguenay, étant donné sa légitimité auprès des gens qui ont voté dans sa ville, en fait. En fait, cette ville-là, ce qu'on veut faire, c'est établir tout le plan. Donc, on commence à installer, justement, le QG de la cellule de crise à la base armée de Bagotville. Vous avez la chance de la ville de Saguenay, c'est qu'il y a une base armée militaire présente sur place, qui aussi, l'armée, en fait, fait de la gestion de crise à temps plein, d'une certaine façon. Donc, on va aller chercher leur support. Pour avoir la zone parfaite pour l'avoir, et aussi l'endroit pour mettre les sinistrés. Parce que bien sûr, il y a énormément de gens qui vont être touchés, et c'est pourquoi la base militaire de Bagotville est l'endroit parfait pour installer nos sinistrés suite à des problèmes. Ensuite de ça, on vous propose une situation qui est assez drastique.
Qu'est-ce qu'on propose? C'est l'établissement d'une ligne de sécurité. Des lignes de sécurité, on a utilisé une technique utilisée dans les feux de forêt, qui est les lignes de sécurité, c'est de mettre un endroit où on a décidé que le feu s'arrêtait. Et cette ligne de sécurité-là, on a décidé d'établir avec, en fait, une inondation, une certaine zone avec une ligne, pour être sûr que le feu n'est pas plus loin. On est présentement dans des zones, dans une crise majeure. Il faut prendre des solutions qui sont majeures. Donc, nos deux lignes de sécurité, la première va être directement devant le palais municipal, qui va être bien sûr faite par l'armée. L'armée de terre et l'armée de l'air vont travailler conjointement ensemble dans ce secteur-là pour être capable d'établir une irrigation d'une zone de sécurité pour faire en sorte que derrière, les zones ne soient pas touchées. La deuxième ligne va être l'autre côté de la ville, l'autre côté du pont, ou la zone de la rue Saint-Marc. C'est pourquoi on a tout ce secteur-là qui, on va dire, malheureusement, ce qui n'est pas encore touché par les flammes, va être touché par les flammes, mais c'est une décision qu'on a prise pour être sûr que les autres personnes de la ville soient en sécurité. Donc, ensuite, suite à cette ligne-là, il va y avoir l'évacuation de toutes les personnes qui sont dans le périmètre. Mais là, la situation, c'est qu'il faut évacuer le plus vite possible les gens sans que les pompiers combattent ardemment les flammes à cet endroit-là, étant donné la force du brasier. Le but, c'est de sortir le plus rapidement possible les gens dans la zone sinistrée, avec justement les pompiers ainsi que l'aide des paramédics. On sort les gens de la zone, on les amène derrière la zone de sécurité. Et là, la situation très drastique qu'on vous propose, c'est qu'on a la chance d'avoir des avions citernes. Et là, c'est énormément d'eau. Mais la chose à faire, c'est que si on inonde cette zone-là, où on envoie une quantité d'eau pour être sûr que le reste de la ville ne soit pas touché, il faut être sûr et certain que les gens soient sortis de la zone. Donc, le but des pompiers et des paramédics à ce moment-là, ce n'est pas de combattre le feu, mais c'est de faire en sorte que les gens se ressortent de cet endroit-là et de sauver le plus de vies humaines, ce qui est notre priorité. Donc, ensuite de ça, justement, les ambulances les amènent vers les différents hôpitaux de la région, les blessés. Aussi, on apporte un soutien continu aux victimes dans la zone de guerre qui est à Bagotville pour être sûr que tous les gens qui sont là soient en sécurité. Ensuite de ça, la prise, comme on l'a dit, présentement, en mettant une conférence de presse comme celle-ci, on a une prise de contrôle de l'agenda complet. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'enlever du pouvoir à des parties imprenantes qui pourraient être dangereuses pour nous, puis ou pourraient causer des problèmes. Le but ici, c'est de faire en sorte qu'on sauve le plus de vies humaines. Et comme je le rappelle, on essaie de prioriser justement les vies humaines sur les bâtiments. Donc, au niveau du plan d'action qui est plus moyen et long terme, on va commencer, il y a plusieurs étapes. Donc, premièrement, on va commencer avec un nettoyage de la zone contaminée, donc autant sur la ville de Saguenay que dans l'eau. Donc ça va être le ministère de l'Environnement et un institut non gouvernemental qui va s'en occuper. Donc, ça peut être par exemple Greenpeace. Puis ici, c'est vraiment important de prendre ça en considération parce qu'une goutte de pétrole dans l'eau, ça peut contaminer jusqu'à 10 000 litres d'eau. Donc, c'est vraiment important de faire un bon nettoyage. Ensuite, le bureau d'enquête va faire des rapports avec des recommandations. Troisièmement, au niveau de la commission d'enquête, donc ça va être autant au provincial qu'au fédéral, donc ça va être le Transport Canada et le ministère de la Sécurité publique. Puis la commission d'enquête, ça va vraiment de venir identifier les lois qui sont un peu plus désuètes, puis de vraiment, en fait, venir appuyer le projet de loi qui suit. Donc, le projet de loi finaux, c'est vraiment, en fait, ça va être fait par la Sécurité publique et le ministère de l'Environnement. Ça va être vraiment d'établir des lois qui encadrent mieux la sécurité par rapport au transport maritime de matières dangereuses. Pour la deuxième étape de notre plan d'action à long terme, comme mentionné préalablement, une des parties prenantes les plus importantes de cette crise, ça va être la compagnie CAME. Donc, il va falloir que le propriétaire de CAME, Edward Brown, fasse une conférence de presse pour faire son mea culpa envers la population au complet, au Canada, pas seulement au Saguenay. Donc, il va falloir qu'il s'excuse des négligences de sa compagnie qui ont été faites dans cette situation-là. Donc, si on remonte à Halifax et même avant dans la gestion d'un problème électrique. Donc, ces excuses doivent vraiment venir du cœur, puis son but, c'est vraiment de toucher la population. Il va aussi mentionner, il va aussi falloir qu'il fasse des actions concrètes pour venir en aide à la population du Saguenay, entre autres. Donc, la compagnie CAME doit offrir de l'aide financière à la population qui est touchée à Saguenay, donc pour reconstruire tous les bâtiments du port de Saguenay et aussi venir en aide aux familles qui ont été victimes, donc ceux qui sont blessés, qui ont des blessures à long terme, ainsi que ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Il va aussi falloir qu'il
offre une aide financière pour le nettoyage de la zone. Donc, comme mentionné préalablement, il y a des matières chimiques qui sont allées dans le fjord du Saguenay, donc il va falloir qu'on le nettoie. Il va falloir qu'on enlève tout ça. Donc, l'aide financière amenée par CAME va pouvoir redorer un peu l'image de la compagnie qui est déjà pas la meilleure. Puis, va aussi apporter une aide pour que ce nettoyage soit fait plus rapidement et vraiment mieux. Ensuite, on va faire des apprentissages à long terme. Donc, toute crise, c'est un problème, c'est négatif, mais il faut toujours le tourner en positif. Donc, pour tourner ça en positif, on va faire des apprentissages à long terme. Le gouvernement va s'engager à créer un comité sur la sécurité des transports de matières dangereuses. Donc, ce comité-là, il va rester tout au long de la vie du gouvernement. Dans le fond, on va obliger les compagnies avec lesquelles on fait affaire de créer des rapports. Donc, des rapports sur tout incident qui s'est produit, peu importe dans le monde et pas nécessairement seulement avec les contrats qu'ils ont avec le gouvernement. Ces rapports devront être envoyés à chaque mois à ce comité. Puis, à la suite, le comité va pouvoir réviser les rapports et aller faire des visites. On veut au moins des visites biannuelles des compagnies avec lesquelles on gère parce que, comme mentionné avant, le gouvernement veut nécessairement la sécurité de sa population. Donc, pour que sa population soit en sécurité, il faut s'assurer que les compagnies qui transportent des matières dangereuses soient sécuritaires. Donc, ça, c'est vraiment le but premier de ce comité. Donc, à long terme, on va pouvoir s'assurer que notre population soit en sécurité. Puis, on va modifier les lois selon qu'est-ce que les compagnies nous rapportent. Donc, s'il y a beaucoup de dangers dans certaines compagnies qui reviennent, puis selon comment ils gèrent ces situations-là, on va pouvoir implanter des nouvelles lois pour pas que ça se reproduise. Aussi, juste avant d'attaquer les chantiers, aujourd'hui, ce qu'on a au niveau, on a une chance, c'est de faire aussi un partenariat entre deux paliers de gouvernement au niveau des réglementations. Bien sûr, au Québec, on a le ministère de la Sécurité publique, dont le but principal est de protéger les membres du Québec, en fait, les gens du Québec, et on a aussi au Canada, en fait, le ministère des Transports. C'est pourquoi, comme on a expliqué plus tôt aussi, c'est que les deux commissions parlementaires et les commissions d'enquête vont permettre deux choses. D'établir les réglementations du secteur, comment maximiser la sécurité de tout le monde au niveau des différents secteurs et pas juste au niveau des bateaux. Bien sûr, la crise présentement, elle touche un bateau, mais comme on a déjà vu, la crise de lac mégantic, c'est arrivé sur un train et c'est différents transports. Et c'est pourquoi il faut établir aussi auprès du public la façon de faire en sorte que tous les gens qui vivent proches des zones portuaires, que ce soit en fait, il y a eu un port qui était possible à Gros-Cacuna, qui était possible de transporter de l'éoliduc, qui a une quantité énorme, et aussi protéger la biosphère marine, qui est très riche dans le fleuve Saint-Laurent, et le fjord du Saguenay, bien sûr, qui est un bassin versant directement dans le fleuve Saint-Laurent. C'est pourquoi, aussi, il va y avoir le ministère de l'Environnement qui va faire ses études et qui va venir aller chercher un projet de loi qui va être concret pour essayer de protéger l'environnement. Vous allez voir plus tard dans quelle direction on s'amène, étant donné que l'environnement, nous autres, on parle d'une crise pétrolière, mais si, dans le futur, l'industrie change, on va être capable d'aller changer aussi la façon de contrôler les systèmes, mais aussi on va limiter les risques, tout en avoir un aspect profond du développement durable. Donc, on va aller directement vers l'échéancier de notre crise à court terme. Voici, on l'a mis sur une période de quelques heures. Bien sûr, il faut être capable de faire la rencontre de la cellule de crise le plus rapidement possible et de créer la zone d'accueil qui est, bien sûr, en fait, 2 heures suite à la réception de la situation. Les gens vont être directement à la cellule de crise, comme on expliquait plus tôt, à Bagotville, la base militaire qui est prête pour ça. Ensuite de ça, au niveau, on fait les inondations des zones de sécurité. À partir de 3 heures du matin, les gens ont commencé à travailler là-dessus. De 3 heures à 5 heures du matin, l'armée de terre va être capable d'aller éradiquer les zones comme on a parlé pour faire en sorte de sortir les gens et de faire en sorte qu'ils sont protégés. Ensuite de ça, l'évacuation de la zone, elle est déjà commencée, c'est pourquoi on l'a mis à cette étape-là et on veut faire en sorte que jusqu'à 5 heures du matin, le tout soit protégé. Finalement, en fait, nos avions citernes vont commencer à bombarder la zone à partir de 5 heures du matin.
Ça va être une période très difficile à gérer. Cependant, il faut faire en sorte que, comme on l'a dit plus tôt, les gens soient évacués et que la zone soit prête à recevoir la quantité d'eau qu'on a besoin. Ensuite de ça, finalement, les transports des blessés, les transports des blessés, à partir de 5 h du matin, c'est que le but, c'est de sortir de la zone avec les bons, avec bien sûr les bons véhicules, parce qu'avec la quantité de chaleur qu'il y a, c'est pas toutes les ambulances qui peuvent être dans cette situation-là. Donc, on va avoir des paramédics avec des camions de pompiers pour faire ça, de maximiser la sortie des gens. Finalement, la fin du feu, on le souhaite, va être terminée vers midi. On a pris des mesures drastiques et on essaie de limiter la zone de feu puis limiter la perte humaine. On espère qu'en 9 heures, cette crise-là va être capable d'être gérée. On va travailler fort et les mesures vont rester en place, bien sûr, jusqu'à temps que ça soit terminé. Pas nécessairement si à midi, c'est pas terminé le feu, bien sûr qu'on va être là sur place et on va faire en sorte que tout ça va trouver. Et finalement, on va faire une conférence de presse au début, comme on a dit tantôt, et une conférence de presse à la fin. De cette conférence de presse-là, il va y avoir bien sûr M. Brown qui va faire ses excuses. En fait, on va le souhaiter qu'il fasse ses excuses, on ne veut pas le forcer à faire. Cependant, s'il veut sauver sa compagnie, c'est la meilleure chose à faire. Donc, je vais vous amener, je vais parler de développement durable. C'est pourquoi, il y a quelques années, comme on a parlé tantôt, on a été touché par la crise de lac Mégantic. On pensait avoir des apprentissages séparés. Ensemble, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'avancer peu à peu vers un avenir vert. Ensemble, osons renverser les industries. Ensemble, osons renverser les standards. Merci. On est prêt à répondre à vos questions. Moi, j'aurais une question pour vous. J'aimerais que vous nous expliquiez qui va coordonner cette cellule de crise et qui sera pour un pouvoir de décision, de coordination dans la cellule. Donc, dans cette cellule de crise-là, bien sûr, on va mettre les gens au niveau de leurs compétences. Et aussi les gens qui ont la plus grande distance au niveau émotionnel de la situation. C'est une zone c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. Donc, bien sûr, le maire de Saguenay est au niveau de la communication, ce ne sera pas au niveau de la gestion, étant donné que ça touche sa ville. Bien sûr, les Forces armées canadiennes sont formées pour être capables de réaliser ça. Et on a la chance, justement, à Bagotville, d'avoir ces forces-là. Donc, ça va être les Forces armées canadiennes qui vont coordonner avec principalement aussi la police et qui vont donner l'information auprès des paramédics et des différentes parties prenantes. Mais les Forces armées canadiennes seront directement les leaders dans le cellule de crise. Vous pensez que le maire de Saguenay va laisser faire ça? C'est quand même sa ville. C'est quand même sa ville, mais présentement, bien sûr, ça fait des années que la base de Bagotville fait partie de la ville de Saguenay. Les militaires de Saguenay font partie de la vie du quotidien et sont respectés dans cette zone-là. Donc, le but aussi, c'est de faire en sorte de sauver des vies. La priorité, présentement, c'est pas qui a l'honneur ou qui va laisser faire quelque chose, c'est sauver des vies humaines, c'est notre priorité. J'aimerais savoir aussi, vous avez parlé de commencer une évacuation rapidement, de faire des conférences de presse. Quel moyen de communication croyez-vous qu'il faut utiliser pour rejoindre plus de gens plus rapidement? Nous, on pensait plus télévision et aussi par la radio. Donc, tout le monde qui est dans leur auto va avoir accès à la radio, ainsi qu'on sait que beaucoup de gens écoutent les nouvelles puis écoutent la télévision. Donc, ça, je pense que c'est vraiment la meilleure manière de rejoindre le plus possible toute la population, autant au Québec qu'au Canada. Comment allez-vous faire pour rejoindre les gens qui dorment durant cette période-là qui doivent évacuer? Qui doivent évacuer. S'ils dorment, il y a un feu, donc je ne crois pas qu'ils vont dormir nécessairement, mais comme on a dit, les pompiers, c'est ça leur premier mandat, donc ils vont aller cogner si les portes sont barrées, les gens ne répondent pas, ils vont pouvoir défoncer les portes, aller chercher les gens. Donc le but premier, c'est de sauver tout le monde, peu importe qui dort ou qui sont en train de souper. Dans la carte, on voit qu'il y a certaines entreprises, peut-être même des écoles. Quel lien vous avez pensé créer avec ces gens-là qui aussi sont en entreprise avec leur commerce? Avez-vous pensé à quelque chose pour eux? Bien, c'est sûr que pour M. Brown, le dirigeant en fait de CAME, c'est sûr qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est à lui les charges financières, fait que c'est vraiment lui qui va devoir amener son support, que ce soit justement par des excuses. C'est sûr qu'il ne pourra pas rencontrer toutes les familles, il y a beaucoup trop de personnes qui ont vécu cette crise-là, mais c'est vraiment par son support financier. Puis on espère que le message va vraiment venir rejoindre les gens, un message qui est très personnel. C'est le mieux qu'on puisse offrir dans un sens, vu qu'il y a tellement de gens.
Si M. Brown n'est pas proactif dans cette situation-là, on sait très bien qu'un recours collectif va le faire tomber plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on lui propose, on lui conseille d'être proactif au niveau de l'argent et des données. Sinon, bien sûr, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada sont derrière ça pour essayer d'être derrière, pour essayer de sauver le plus de vies possible. Bien sûr, il faut mettre les fonds nécessaires. Cependant, on souhaite vraiment que M. Brown soit prêt à investir directement de l'argent pour sauver sa compagnie, parce que s'il ne le fait pas, bien sûr, comme on a dit, le recours collectif va faire le coup de la même façon que son bateau. Vous recommandez des arrosages massifs. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Environnement va être d'accord avec cette mesure compte tenu des déversements de polluants qui vont irrémédiablement avoir lieu dans le fleuve, polluants qu'on ne connaît pas, dont on ne mesure pas la conséquence? Est-ce que vous pensez véritablement que cette manœuvre va être autorisée? Mais présentement, en fait, le polluant est déjà en train de se déverser. Et il y a un feu sur le polluant. Il y a un feu sur le bateau contenant le polluant. Comme on a dit tantôt, on va rester sur la même ligne directrice. On priorise sauver des vies, toutefois, essayer d'envoyer de l'eau, il faut arrêter un feu. On ne peut pas arrêter un feu nécessairement d'autre façon qu'avec un produit qui élimine le comburant. Donc, il faut faire en sorte que le feu s'éteigne. Ensuite de ça, il faut trouver la meilleure façon avec Greenpeace et d'autres instituts gouvernementaux et environnementaux pour limiter justement que le bassin versant, en fait, il y a du Fjord du Saguenay, ça en met directement dans le fleuve Saint-Laurent, puis aussi la biosphère marine. Mais là, la priorité, comme on a dit tantôt, sauver des vies. C'est bon pour moi. Merci beaucoup.